Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 décembre. Les indices sont toujours sous pression et nous allons parler de cela dans quelques instants. Ces derniers, s'ils cassent les supports qu'ils travaillent actuellement, arriveront sur des zones clés de moyen terme. Donc ça devient tendu sur les marchés, des marchés un petit peu sous pression avec des chiffres asiatiques en demi-teinte, voire plutôt mauvais pour la Chine, des marchés sous pression à cause d'un secteur de l'énergie en grande difficulté avec le gaz et le pétrole qui sont sur des plus bas de 5 ans, 6 ans. Et donc tout cela pèse sur les indices alors que dans une semaine, c'est désormais dans une semaine, ce sera mercredi prochain, nous aurons une possible hausse de taux aux États-Unis, un chamboulement monétaire après 7 ans de taux très bas, presque à zéro aux États-Unis. Donc voilà, des marchés un peu sous pression, qui prennent des bénéfices, qui sont un petit peu tendus avec certains secteurs. Et nous sommes actuellement donc à une semaine de la Fed. Il y a peu de statistiques d'importance ce jour. Donc nous allons voir si les indices réagissent ou non, puis nous allons regarder ensemble quelques configurations. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation sur les CFD, sur l'indice de sentiment client. Je vous laisse en prendre note. Alors, donc, des indices de retour sur des zones clés, on va voir ça dans quelques instants. Comme d'habitude, dans cette matinale, on verra les news, les résultats d'entreprise, les dernières annonces, le calendrier économique, puis on passera en revue des actifs sur la plateforme. Alors, les news. Premièrement, donc le pétrole avant-hier a inscrit un nouveau plus bas de l'année. Il est en difficulté, il est dans la zone des 37 dollars et on retrouve les plus bas de 2008-2009. Lorsque le pétrole, rappelez-vous, était passé de 140 dollars à 35 dollars en ligne droite, les cours du pétrole à ce moment-là avaient été divisés par 4. Et on avait eu une belle réaction sur les 35 dollars. C'était un point bas et ça avait engendré par la suite un mouvement haussier de 35 à 110 dollars. Eh bien, nous voilà de nouveau sur ces 35 dollars. On s'est approché de ce seuil clé, on y a réagi hier, on a repris 2 dollars dans la foulée. On arrive sur des zones historiques, donc ça engendre de la volatilité. Pour le moment, il y a eu une première réaction, mais on est loin d'un retournement du pétrole pour le moment. Alors, Anglo-American pourrait passer de 135 000 à 50 000 collaborateurs. Anglo-American, c'est une des plus grandes sociétés de minières du monde, de transport de métaux. Et donc, avec cette forte baisse des métaux, avec cette forte baisse du pétrole et du gaz, eh bien, c'est l'ensemble du secteur énergie et matériaux de base qui se remodèle en fait. On a de nombreuses sociétés qui font faillite, on en a d'autres qui s'endettent, qui font des augmentations de capital, on en a d'autres qui vont fusionner. C'est vraiment ici quelque chose d'historique qui se passe sur ce secteur. Et nous, par exemple, en France récemment, on a CGG Veritas qui était sur ses plus bas annuels, qui venait de 20 euros et qui est actuellement à 2,90 €, qui a fait une augmentation de capital. Mais vous voyez, on est vraiment dans des proportions qu'on n'a jamais vues sur les marchés. D'après le Wall Street Journal, DuPont et Dow Chemical parleraient de fusion. Donc là, on parle quand même de deux sociétés, de deux mastodontes américains. Il me semble que les deux font partie du Dow Jones 30. Donc là encore, une énorme fusion, comme on a pu en voir dans le secteur pharmaceutique notamment. Mais vous voyez que ce soit dans la chimie, que ce soit dans les pharmaceutiques, que ce soit dans le pétrolier, que ce soit dans l'Internet, l'heure est aux fusions gigantesques, créer des grands groupes internationaux, mondiaux, qui prennent la main sur tel ou tel secteur.
La Chine a opéré un stress test sur sa monnaie cette nuit de 0,1%. Les Chinois veulent tester en fait la réactivité et la profondeur de marché sur le yuan en vue de la hausse potentielle de taux de la part de la Fed mercredi prochain. Au niveau des entreprises, EDF qui a quitté le CAC 40 se doit de lancer quelque chose et donc lance son plan 2016-2019, une sorte de plan de restructuration. Orange, donc on entendait parler hier de noms comme Bouygues Télécom, TF1 qui seraient des cibles potentielles de la part d'Orange. Orange serait potentiellement à la recherche d'acquisitions un peu partout en Europe et aurait mandaté des sociétés pour lui trouver des proies. Renault, enfin, devrait voir l'État français redescendre à 15% du capital. Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas interférer dans ce dossier, mais qu'il était légitime que l'État français garde une part importante. Alors Thierry me dit fusion égale signal de fin de cycle. Alors effectivement Thierry, on a des cycles boursiers qui durent à peu près 7-8 ans depuis 40 ans. Le concept du cycle boursier, c'est qu'après une récession, les indices repartent à la hausse, la consommation, l'inflation, le chômage baisse, et puis il y a de l'activité. La croissance reprend. Et une fois que la croissance est là, les activités améliorent leurs résultats, prennent des décisions d'implantation, d'aller dans d'autres pays, de se développer. Et puis une fois que, je dirais, il y a une stabilisation des chiffres et qu'on ne sait plus trop quoi faire pour améliorer les marges et le résultat net, eh bien à ce moment-là, il y a des fusions, des concentrations dans certains secteurs. Quand deux acteurs vendent deux mêmes produits plus ou moins à des prix différents et que d'un coup ils fusionnent et qu'ils peuvent s'entendre sur les prix, choisir ce qu'ils veulent mettre comme prix pour un produit, eh bien cela aide quand même énormément. Et donc ça, ce sont les fusions et c'est quelque chose qui arrive en fin de cycle économique avant une nouvelle récession potentiellement. Donc la dernière récession qu'on a eue, c'était en 2008. C'est en 2008 qu'on a eu le dernier krach boursier et nous sommes actuellement bientôt en 2016, 8 ans plus tard. Ce qui s'est passé, la différence qu'il y a avec le cycle économique habituel, c'est que habituellement, l'Europe, on remonte à 2, 3, 4% de croissance, les États-Unis à 3, 4% de croissance. Il y a de la croissance mondiale et tout va bien dans le meilleur des mondes, si je puis dire. Et ce qui s'est passé ces derniers trimestres, eh bien, c'est que l'Europe, en fait, n'a jamais réussi à atteindre sa croissance de 2 ou 3%. Elle est autour de 0,5-1%. Le chômage européen est très élevé. Aux États-Unis, ils ont réussi à faire 2,5% de croissance avec de l'endettement à outrance. Et les émergents, eux, ont complètement plongé. Donc, autant dire que le panorama fondamental actuel est particulièrement complexe. Et c'est pour ça qu'on a des banques centrales qui sont particulièrement en soutien. Voilà. Le problème des banques centrales en soutien, c'est que elles soutiennent pour faire monter, mais le jour où elles s'enlèvent, eh bien, ça devient compliqué pour le marché. Donc, on verra comment cela se passe dans les trimestres à venir au niveau des politiques des banques centrales. Concernant les statistiques passées, donc on a eu la production manufacturière en Angleterre qui est sortie à moins 0,4% hier contre les 0,1% attendus. Alors par contre, on notera que la livre a très bien réagi sur les 1,50 et on regardera ça tout à l'heure ensemble. Les permis de construire au Canada sont sortis avec 9,1% de hausse alors qu'on attendait 3%, donc ça c'est un très bon chiffre pour le Canada. Et puis le CPI chinois est ressorti supérieur aux attentes à 1,5% contre 1,4% attendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une statistique chinoise supérieure aux attentes, ça fait du bien. Quant aux statistiques du jour, il y en a très peu. Aux US, on attend juste les stocks de grossistes à 16h. À 16h30, on suivra les stocks de pétrole qui devraient entraîner de la volatilité donc sur le WTI. Et à 21h, on aura les taux de la RBNZ.
Et vous pouvez comprendre pourquoi. Alors la RBNZ, c'est Royal Bank of New Zealand, hein, c'est la banque centrale de la Nouvelle-Zélande. Les taux de la RBNZ sont attendus en baisse à 2,5%, donc de 0,25 points de base, puisque actuellement ils sont à 2,75%. Voilà, donc ça c'est les statistiques du jour, et puis maintenant on va passer à la plateforme. Alors, premièrement, les indices. Donc les indices, là, on a des indices européens qui sont sur le fil du rasoir. Regardez le DAX, il est sur ses plus bas de jeudi et vendredi et hier. Il est dans une zone de prix 10 650, 10 700 qui a déjà vu des réactions se faire à de nombreuses reprises, mais là, il est particulièrement lourd. Il est lourd parce que fondamentalement, la semaine dernière, Draghi a déçu les investisseurs en annonçant pas plus de QE. Il est lourd parce que le secteur énergétique pèse. Et puis il est lourd parce que les indices consolident avant la fête de la semaine prochaine. Voilà. Si le DAX arrive à clôturer ce soir au-dessus de 10 690, 10 700, ça plaidera potentiellement pour la mise en place d'un double bottom et d'une réaction sur ce seuil-là, auquel cas on pourrait remonter potentiellement vers la MM200 à 11 000 points et on pourrait stabiliser dans un range. Au contraire, si l'aversion pour le risque perdure, on pourrait aller chercher la zone 2. C'est pour ça que le titre de mon émission, c'était « Les indices se tournent vers des supports, vers des zones de moyen terme ». Donc pour moi, la première zone d'importance qu'il ne faut pas lâcher, c'est la zone actuelle. Et au moment où je vous parle, en fait, à 10 640 points, c'est là tout de suite maintenant qu'il faudrait réagir pour pouvoir relancer à la hausse. Et si on n'arrive pas à tenir cette zone-là, on ira faire un tour dans la zone 10 350, 10 500. Donc ça, c'est la zone tampon de moyen terme qu'on a beaucoup travaillé en août, en septembre, sur laquelle on est venu prendre appui quand il y a eu les attentats. Donc voilà, la séance d'aujourd'hui, même s'il y a peu de chiffres économiques, c'est une séance clé. Va-t-on réagir sur cette zone de prix ou aller chercher la suivante? On sera rapidement fixé. Ça, c'est l'Eurostoxx. Donc, même chose sur l'Eurostoxx. La zone des 3290-3300 points qui est extrêmement propre, qui a été travaillée en juillet, en août, en septembre, en octobre, on est dessus. Est-ce qu'on la casse? Réponse ce soir, 17h30 à la clôture. Après, on va regarder le 440. Alors Paul me dit les stocks de pétrole seront vraiment cruciaux aujourd'hui et la semaine prochaine. Oui, Paul, on arrive en hiver, on a des cours sur leur plus bas, on a les stocks qui sont très très attendus de la part des opérateurs. Alors le 440 le voici, donc lui aussi sur ses plus bas des 4-5 dernières séances. Et c'est maintenant tout de suite qu'il doit réagir. En fait, au moment où je vous parle, et c'était un peu... j'ai pris mon temps au début de cette émission, mais au moment où je vous parle, pile poil, là, tout de suite, maintenant, 4667 points sur le 440, 3288 points sur l'Eurostoxx, 10 640, enfin 37 sur le DAX. On est actuellement sur les plus bas de la semaine dernière, sur les plus bas d'hier, et ce sont les points à tenir pour ne pas aller beaucoup plus bas. Alors beaucoup plus bas, c'est 2 ou 3% de moins. Donc c'est pas si énorme que ça, mais pour ceux qui font de l'intraday ou du trading sur 2-3 séances, 2-3% quand même, on le sent passer. Donc vous voyez que c'est pas très joli. Pour l'instant, c'est sous pression. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, il n'y a rien de dramatique. On était monté au mois d'octobre, on attendait, au mois de novembre, on attendait de Draghi qui nous donne plus de QE. Il en a donné un peu, il n'a pas tout donné. Il garde le reste pour le début d'année prochaine. Il y a de quoi se replier de quelques pourcents, mais pas non plus de quoi faire un fromage. Regardez le Nikkei. Le Nikkei, il a pris 20% en ligne droite. Il vient de perdre 4%. 3,5% exactement. Et puis il est en train de revenir sur ses supports. La zone, elle est là. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous montre toujours plusieurs indices le matin. C'est parce qu'il ne faut pas être
à 1% près. Quand on regarde qu'un seul indice, des fois, ça fait faire des bêtises. Mais voilà, le Nikkei, est-ce qu'il va s'arrêter là tout de suite maintenant, comme ce que je vous ai indiqué sur les autres indices, à 10 260, ou est-ce qu'il va aller faire un tour à 19 100, soit 1% plus bas, je ne sais pas. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si les marchés devaient montrer une certaine force, une certaine tenue, ils tiendraient les cours actuels. Mais étant donné le manque de statistiques, le manque de catalyseurs, il n'y a que l'anticipation de la hausse de taux de la semaine prochaine et du rallye de Noël qui pourrait faire monter le marché maintenant tout de suite. Où il faudrait par exemple que cet après-midi, les stocks de pétrole ressortent bien inférieurs aux attentes, que ça fasse décoller le pétrole de 300 points. Alors, on aurait toutes les parapétrolières et pétrolières qui repartiraient à la hausse et ça boosterait les indices bien comme il faut. Je pense que là, le pétrole est vraiment une pierre angulaire. Le cours des matériaux de base, le cours des métaux, et des matières premières comme le pétrole et le gaz devient vraiment d'importance. Car comme je vous l'ai expliqué, on a des sociétés du secteur qui sont dans des difficultés certaines. Et donc, si les cours repartaient à la hausse, ça pourrait booster tout le secteur. Donc voilà. En tous les cas, pour ceux qui font du swing, c'est-à-dire des trades sur plusieurs séances, eh bien, le DAX avait donné un signal ici de hausse. Ensuite, il y avait eu une vague haussière, puis il avait échoué sur les mêmes 200. Ensuite, on a eu une vague baissière. Là, c'était un point d'entrée. Là, on a eu un point d'entrée sur le biseau. Quand on a cassé sur le biseau, c'était un point d'entrée baissier. On est très rapidement arrivé à l'objectif. Est-ce que le prochain trade swing, ce sera un achat ici ou est-ce que ce sera la zone suivante? Je ne sais pas. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction. Donc, prudence sur ce marché, toujours sous pression. Alors, ça, c'était pour les indices. Ensuite, on peut aller faire un tour sur les actions. Alors, rallye toujours sous pression. Rallye, vous savez, c'est la consommation et puis c'est le Brésil. Alors, étant donné que ça va mal au Brésil, elle est sous pression. Gameloft, qui était très recherché, qui a pris 100% en l'espace de 2 mois avec les prises de participation de Vivendi et de la famille Gameloft. Là, elle respire un peu aujourd'hui. Morel et Prom, c'est une valeur pétrole toujours sous pression. Genfit, c'est une biotech. Et une biotech, quand ça n'a pas de catalyseur, quand ça n'a pas de news, eh bien, ça ne monte pas. Donc, vous voyez, j'avais décelé cette résistance à 47 sous lequel le titre avait échoué. Ensuite, je vous avais montré cette cassure de support. Tant qu'on n'atteint pas un support clé et qu'on n'y réagit pas, tant qu'il n'y a pas une annonce, une news, quelque chose, eh bien, c'est baissier. Vallourec, elle est là. Vallourec, j'ai écrit une analyse dessus. Je vous invite à aller la lire. Donc, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, pour avoir des informations au quotidien sur les émissions CMC, c'est dans la rubrique du site CMC sur formation et vous avez les infos sur la matinale. Bientôt, il y a les webinaires hebdomadaires et mensuels qui vont se mettre en place. Et puis pour les analyses, ou pour écouter la matinale a posteriori, vous allez dans la rubrique analyse et actualité. Et donc en dernière analyse, ici vous avez Vallourec, prémisse d'un retournement. J'y parle de la proximité du seuil des 7,70, j'y parle du pétrole, j'y parle des derniers chiffres de Vallourec. Si Vallourec casse les plus bas annuels, les 7,70, et qu'elle accélère, les velléités haussières seraient à remettre à plus tard. Par contre, si le titre approche de ses plus bas, il réagit positivement et commence à redémarrer, là, ce sera un titre qui va beaucoup nous intéresser. Car souvenez-vous, quand on s'y est intéressé fin septembre, en quelques jours, l'action avait pris 50%. La réaction n'a pas eu lieu, le retournement n'est pas en cours, le pétrole n'a pas fait de point bas, donc il est trop tôt pour le moment pour Vallourec. Mais elle est à surveiller.
Eramet, c'est matériaux de base, donc ici aussi ça chute. Casino, ça va avec Rally, c'est aussi une grosse présence au Brésil. Et CGG Veritas, c'est le pétrole et EDF, elle a quitté le CAC. Voilà, facilement, vous voyez les 10 plus fortes baisses. C'est soit des corrélations avec le Brésil, pays émergent en crise, soit des consolidations de titres qui montaient beaucoup comme Gameloft, soit biopharmaceutiques délaissés, soit les valeurs pétrole et matériaux de base, étant donné les difficultés de ces secteurs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que on va regarder s'il y a deux trois valeurs quand même en hausse. En groupe Eurotunnel, j'ai rien de spécial à vous dire. Swatec, elle frétille, mais ça fait bien longtemps qu'elle dort. Air France, rien de spécial. Parrot, il est un peu tard. C'est dommage. J'étais pas là quand elle a fait son redémarrage. Alors, il n'y a rien de spécial à dire sur Action. Je vais aller faire un tour sur les matières premières. Alors sur les matières premières, je vais vous faire des analyses parce qu'il y a des matières premières qui m'intéressent. Alors, la fève de cacao. Donc voilà ce que cela donne la fève de cacao. Je vais vous mettre un graphique hebdomadaire. Donc de 2013 à 2014, la fève de cacao, elle est passée de 2000 à 3200, donc elle a pris 60% de hausse. Ensuite, elle a consolidé, elle s'est mise dans un range, elle est sortie du range par le haut, elle s'est mise dans un autre range, et là on est en haut du range. Je vais vous écrire un papier là-dessus. Est-ce que la fève de cacao va passer en force sa résistance pour aller chercher ses plus hauts de 2011 ou est-ce qu'au contraire on va refluer? Eh bien, suspense, nous le saurons bientôt. Quoi d'autre? Le café Arabica est sur support de long terme. Donc vous voyez ici, il y a une zone sur le café Arabica entre 103 et 113 qu'on a approché, qu'on a travaillé ces dernières semaines. Donc est-ce que ce sont les prémices d'un retournement? Ça se pourrait. Le café Arabica et l'autre café, le Robusta, où est-ce qu'il est? Il est ici. Le Robusta aussi est sur ses plus bas de 2011. Il est un peu moins performant. Voilà, donc le Robusta, 2011, on a fait un point haut, 2014, on a 2 points hauts. Et en fait, là, les cours ont réagi sur les plus bas de 2013, zone de prix horizontale. Donc les cafés et la fève de cacao, je vais vous écrire des papiers dessus. Concernant le pétrole, je me remets en données journalières. Donc vous voyez, les plus bas de 2008-2009, là, ils sont à 35 dollars. Les plus bas précédents sont à 37,50. On a fait un petit trou d'air à 36,10. On est à 37,50. Et on attend les stocks de cet après-midi. Cet après-midi, les stocks sont bien inférieurs aux attentes et que le pétrole remonte à 40 dollars. Tout le secteur énergétique en profiterait, pourrait remonter à son tour. Et les indices tiendraient les supports. A contrario, aussi, le pétrole chute. De nouveau, les pressions s'accentueront et les indices iront sur les zones suivantes. Après, concernant les devises, je voulais vous montrer notamment la livre. Alors, la livre contre le dollar, donc voyez à quel point mon oblique, la zone ici oblique, fonctionne si bien que ça. On l'avait décelé début novembre. Début décembre, elle a encore fonctionné. Hier, avec des chiffres économiques inférieurs aux attentes, la livre est de nouveau revenue sur un 49,50 et elle a favorablement réagi. Donc vous voyez bien ici à quel point une simple oblique, à chaque fois que les cours ont chuté, elle a donné un point d'entrée acheteur parfait. Après, je voulais vous montrer la livre contre le NZD. En effet, la livre est une des monnaies les plus fortes en ce moment et le NZD est sous pression parce que les taux pourraient être baissés. Sur cette année, donc en avril, on a eu un beau mouvement haussier spéculatif sur la livre
contre le dollar néo-zélandais. Alors on avait d'une part le dollar néo-zélandais qui chutait et d'autre part la livre qui montait. Ensuite la livre a consolidé et le NZD a repris un peu de poil de la bête. Et là actuellement on a une livre qui tient et un NZD qui pourrait être de nouveau sous pression. Autant vous dire que si la RBNZ baisse ses taux ce soir, la livre pourrait commencer à reprendre de la hauteur contre le dollar néo-zélandais. Je vais regarder si sur l'euro NZD c'est la même chose. C'est la même chose. On a eu un mouvement haussier de moyen terme, une consolidation. On est revenu plus ou moins sur 50% de retracement de toute la hausse. Et là, on est en train de tenter le redémarrage qui sera conditionné à la baisse de taux en Nouvelle-Zélande cette nuit, enfin ce soir à 21h. L'euro-dollar, le voici. Donc l'euro-dollar a connu un choc haussier magnifique. On est passé de 1,05 à 1,10. Pourquoi est-ce que l'euro a réagi? Parce que Draghi a lancé moins de quantitative easing que prévu. Et il a fait ça pourquoi? Ben parce que il voulait se donner du temps. Il voulait garder des cartouches pour l'année prochaine. Et donc tout le monde était vendeur sur l'euro et ça a entraîné un décalage haussier, ce qu'on appelle aussi un short squeeze. L'euro est inversement corrélé aux indices, donc quand vous avez le CAC 40, le DAX qui baisse, l'euro remonte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'euro va arriver à 1,0960 sur ses plus hauts des dernières séances, sur la même 50 jours. Et donc, il arrive en zone de résistance alors que parallèlement, on a les indices qui arrivent sur des supports. Voilà. Il est plus ou moins normal pour moi qu'après ce choc haussier, il y ait eu une tentative de redémarrage haussier qui est actuellement en cours. Mais si les US doivent monter les taux et si les indices doivent monter d'ici la fin de l'année, il y a un moment où l'euro doit reprendre sa baisse. Voilà. Donc, plan A, l'euro casse les résistances, s'envole, les indices cassent les supports et vont au suivant. Et là, il y aura une fin d'année assez scabreuse et assez compliquée. Plan 2, l'euro échoue sous résistance comme il l'a fait précédemment. Les bons chiffres reprennent le dessus. Un peu d'apertis pour le risque mène les indices à la hausse et on finit l'année avec un rallye de fin d'année. Ça va jouer dans les prochaines séances. Sacré suspense, nous verrons bien. En tous les cas, c'est ici que ça se joue. Et quelle autre paire je voulais vous montrer aussi? Ah oui, alors je voulais vous montrer donc l'USD Yen. L'USD Yen qui reste toujours stable dans son range et qui ne montre pas de forte aversion pour le risque. Ce qui ne plaide pas non plus pour une chute désordonnée des indices. Même chose, la livre yen, vous voyez qu'elle est dans un range depuis maintenant 4 mois, entre 180 et 188. Et là, elle est sur le milieu de son range, elle est posée pile poil dessus. Et donc là, c'est qui tout double. On est vraiment dans du qui tout double, on est sur des supports clés. Si vous êtes plutôt haussier, si vous avez des stratégies haussières, vous pouvez regarder ça, la livre yen, l'USD yen, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx, le pétrole. Et puis si vous êtes plutôt vendeur d'indices, baissier, que vous pensez que ça peut se casser la figure avec les taux, avec la fin d'année, qu'il n'y aura pas de rallye de fin d'année, etc. Vous attendez des cassures des supports. Des accélérations baissières, des hausses de la volatilité. Vous pouvez mettre à profit les secteurs les moins forts, les matériaux de base, l'énergie, toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux vendre et jouer les tendances baissières de court terme ou bien attendre des points durs, des réactions dessus pour jouer des scénarios haussiers de moyen terme? Ça, c'est la grande question. Alors William me dit, bonjour Nicolas, comment revisualiser vos webinaires? Alors c'est très simple William, vous allez sur le site CMC Market et dans le site CMC Market vous avez la rubrique actualité et analyse et vous avez les vidéos qui sont postées tous les jours. Donc là on va finir dans quelques instants, je vais arrêter la vidéo, la mettre dans mon logiciel pour pouvoir la mettre sur YouTube en HD, en qualité haute définition. Et puis, je vous la posterai vers ce midi. Et vous pouvez ensuite, soit le midi, soit le soir, revisionner ou visionner la vidéo si vous n'étiez pas là.
Alors Pascal me dit quelle valeur pétrolière tu achèterais et comme tous les matins Pascal me demande mon avis sur l'USD CAD et sur les valeurs pétrolières. Pascal, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'aime bien l'idée du pétrole à long terme, j'aime bien les parapétrolières notamment Valorec, mais voilà pour l'instant il n'y a pas encore de retournement, il n'y a pas encore de point bas. Ma valeur préférée des parapétrolières, c'est Valorec, parce que contrairement à CGG, Veritas et Morel et Prom, elle n'a pas encore fait de nouveaux plus bas annuels. Ça veut dire qu'elle surperforme, qu'elle est plus forte. Et on a bien vu aussi que Valorec, quand elle a rebondi fin septembre, elle a pris 50% en 6 jours. Donc ma valeur pétrolière préférée, pour sa volatilité et sa propreté graphique, c'est Valorec. Après, ça sert à rien que je dise si je pense qu'il faut en acheter à 8, à 6 ou à 4. Si le titre Valorec marque un point bas, il sera temps de s'y intéresser, de se positionner si vous le souhaitez et de jouer un scénario aussi à moyen terme. Mais il n'y a pas besoin d'en parler tous les matins. Voilà, sur ce, j'espère que cela vous a plu. Pascal me dit que penses-tu de Technip? Alors Technip, c'est comme Total, c'est une grosse pétrolière. Ça veut dire qu'elle est plus stable, mais qu'en cas de hausse du pétrole, elle gagnera beaucoup moins. Le pétrole peut reprendre 50% que Technip et Total ne prendraient peut-être que 10 à 20% de performance. Alors que si le pétrole prend 50%, Valorec, elle peut doubler. Vous voyez? Plus vous allez choisir une valeur volatile, plus ce sera dangereux et inversement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, de bons trades, un bon appétit. Et puis, je vous retrouve demain matin, 10h pour la matinale. N'oubliez pas, vous pouvez donc retrouver mes analyses dans la rubrique Actualité et analyse sur le site CMC Market. Voilà, bonne journée à tous.